Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, comme tous les soirs, 21h minuit sur metatv.org. Ce soir, encore une fois, la saison 2, on est avec Jean-Yves Dufour. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Topa. Donc, bonsoir à tous les métanautes, évidemment, connectés, évidemment, aux modératrolles, Gaspard, RNUI, Libertad, Sage, voilà, Pierrot, le Télico, Frit Fricadel, Moadib, Zokla, Dasdili, Larico, Frisky, Patriote, Fatatour, Dialonket, Genman, Edved, le buraliste, voilà, Noël, Liberty, Payman, voilà, merci à vous d'être connectés. Bonjour à tout le monde. Ce soir, voilà, salut à la régie évidemment, hein, parce qu'ils sont beaucoup dans la régie ce soir. Et on va parler de la France dans le monde, face au mondialisme, donc qui est aussi évidemment le titre de ton livre. Je vais le montrer parce que peut-être qu'on le voit pas. On le voit pas assez à la caméra. Voilà, c'est là la caméra. Non, c'est celle-là. Voilà. Donc je montre ton livre. Donc c'est un livre, en plus, tu l'as écrit il y a quelques années. Oui, il est de 2011. Il est de 2011. Voilà, ça qui m'a étonné, c'est 2011. Alors, pour résumer, avant qu'on rentre dans le sujet, c'est une grosse synthèse, ton livre, un peu. On peut voir ça comme ça. Moi, j'ai essayé d'articuler plusieurs domaines. Ouais. Que généralement, il y a des spécialistes de chaque sujet. Ouais, et voilà. les liens entre les sujets n'existent pas. Par exemple, en termes de mondialisme, vous avez Pierre Hillard, d'ailleurs, qui est venu ici, qui reviendra, qui est spécialiste. Lui, il se base sur les textes. Et donc, il explique l'unification des blocs continentaux. Ou bien même au sein de l'Union européenne, le régionalisme, le pan-germanisme éventuellement. Parce que lui, il parle allemand, il s'intéresse beaucoup aux textes allemands. Mais il n'y aura pas forcément le lien avec l'économie, ou avec la finance, ou avec d'autres... Et puis en plus, comme c'est sur les textes, c'est pas forcément ce qui se passe. Donc c'est intéressant de voir là où ils veulent en venir, ce qui se prépare dans les coulisses, mais c'est pas forcément ce qui est fait, ce qui est réalisé. Et puis il y a plein d'autres pans, notamment l'éducation. Enfin, il faut avoir un œil sur tous les sujets. Alors c'est quoi ton parcours, toi, un petit peu aussi? Comment t'es arrivé justement à ce dématrixage, on va dire? Alors le dématrixage... Le parcours voilà, j'invente l'idéologisme. C'est ça. Je m'ai dit heureux dans le... Non mais ça reste français. Oui, alors moi j'ai commencé à me poser des questions. Après les résultats et en fait le traitement médiatique, on devrait des médiatiques du résultat au nom. Donc des Français puis des Hollandais, à la Constitution, donc ils appelaient ça le TCE, c'est-à-dire le traité établissant une Constitution pour l'Europe. Le fameux traité constitutionnel. Voilà. Donc qui avait valeur de Constitution, c'est-à-dire plus que Constitution française, c'est-à-dire que c'était une norme supranationale, et on pouvait jeter les constitutions nationales et même les lois nationales, quoi. S'il y a une contradiction, ça passe, le niveau passe au-dessus. Donc c'est le contraire de la subsidiarité. Et en droit. Donc je trouvais ça très, très dangereux. Et en plus, le fait que les gens votent non et qu'on leur dise vous avez voté non parce que vous êtes con, et vous avez voté non contre Chirac, parce que le pauvre Chirac était le seul à vouloir organiser le référendum. C'est-à-dire que tous les autres, Giscard et tout, lui avaient dit surtout ne faites pas de référendum parce qu'on sait, ils avaient vu les sondages, ils savaient qu'il y avait un risque en tout cas que ça ne passe pas. Et plus la campagne avançait, plus on en parlait, plus les gens étaient méfiants. Et donc il disait surtout pas de référendum. Et Chirac l'a fait. Et on peut au moins lui rendre cet hommage. S'il a fait un truc de bien, c'est qu'il a fait ça. Parce que même si ça n'a rien changé, puisque par la suite Sarkozy, etc. sont revenus dessus, mais au moins on savait que les gens n'étaient pas d'accord. C'est important, c'est un nouveau départ en quelque sorte. C'est un marqueur un peu aussi dans la vie politique française. Bien sûr. Il y a eu un avant et un après. Voilà. Les politiques ne pouvaient plus dire qu'ils ne savaient pas. À partir de là, on savait. On savait que les gens n'accepteraient pas tout. Déjà Maastricht, c'était kiff-kiff. Hein. Oui, c'était vraiment 50, passé à très très peu de voix. Et je veux dire, un mois de campagne de plus, ça aurait pu basculer dans l'autre sens. Il y a une dynamique toujours en faveur du non. Ouais. Donc, en tout cas, pour en revenir, moi quand j'ai vu le traitement médiatique où on disait les gens, non seulement ont dit non simplement à Chirac, mais au fond, pire que ça, ils ont interprété, ils sont d'accord avec le référendum en fait. Ils auraient répondu oui finalement si c'était pas Chirac qui avait posé la question. Ils sont pour l'Europe, et quand on dit on est pour l'Europe, on est forcément pour tous les abandons de souveraineté, alors qu'on peut très bien être... moi je suis français, je suis européen, je suis lorrain, c'est pas forcément incompatible, hein, même c'est lié forcément. Je serais pas lorrain, je serais pas européen du tout, mais c'est pas pour ça qu'on doit disparaître, en tant qu'entité nationale, en tant que... Et eux non, c'est binaire, quoi, c'est tout ou rien. Donc si on est pour l'Europe, on est contre la France, c'est ça qu'ils veulent. Tu penses que justement les gens...
qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu cette, on va dire, cette réaction justement au non? Parce que le non, quelque part, ça reste un petit peu une surprise, un petit peu quand même. C'est-à-dire, on pensait qu'on était nombreux, mais 50 Maastricht, c'est pas, Mhm. pas enfin, c'est comme la moitié des gens. Hein. ouais. Quand je dis surprise, alors attention, je dis ça au sens où, en tout cas, toute la machine médiatique, elle Oui. s'est mise en branle, en tout cas pour le oui, 95 ou pour 80, même certains, j'ai vu 99% des médias sont pour le oui. ils sont Quoi. pour le oui. On va... Alors, à mon avis, il y a déjà, on peut expliquer une réaction à ça. Oui. C'est-à-dire, c'est le vote protestataire, quoi. Ça existe aussi. Mhm. Le système veut ça. Moi, je commence à voir que le système me la met profond. Donc, je suis contre ce système. Donc, je vote le contraire de ce qu'il me préconise. C'est peut-être un réflexe pavlovien, peut-être un peu con. Mhm. Mais bon, le référendum, c'est oui, non, c'est manichéen de toute façon. Hein. Bon, il n'y a pas de troisième voie, on ne choisit pas. Hein. Ouais, C'est oui ou c'est non. Bah, vu qu'ils insistent tous, prudence. Hein, le principe de précaution, on n'aura pas les oreilles avec le principe de précaution, mais on l'applique jamais quand il faut et on l'applique quand il ne faut pas. Par exemple, sur le mariage pour tous, on a vu quand ils font le mariage unisexe, pas de principe de précaution pour les conséquences sur les... Voilà, donc petit incident technique dû aux travaux qui sont en train d'effectuer dans la rue et je pense qu'ils ont dû tomber sur notre câble puisqu'on reçoit un message comme quoi Orange en fait a un problème sur le réseau. Donc voilà, pour une fois, ne crions pas au complot. Voilà, ce n'est pas une attaque pour une fois parce qu'il y a déjà eu des attaques effectivement, mais là, ce n'en est pas une. C'est vraiment un problème technique avec Orange. Voilà, on me dit Tepa a repris le contrôle, c'est reparti, voilà, tout va bien. Donc on va reprendre où on en était. On était en train de... Bon, je voulais faire une digression sur la démocratie, mais on en reparlera tout à l'heure. Là, on est en train de rester sur les bases de du traité constitutionnel européen, du traité européen, de l'étincelle, la réaction, peu, voilà, comment un peu tout ça. Donc en gros, ils ont dit simplement, les médias disent les Français ont voté non, Ouais. ils sont contre Chirac, mais ils sont pour la Constitution. Oui. Bon, c'est vraiment Ça, pour les la gens. conclusion Voilà, des médias. c'est vraiment pour les gens pour des cons, mais c'est ce qui a été dit. Hein. Oui, Voilà. oui. Bon. Oui, la conclusion était assez fabuleuse, c'est vrai. Voilà. Et donc, moi, c'est en voyant ça que je me suis dit, non, on nous parle de démocratie, il y a quelque chose qui cloche. Bon. Donc c'est là que j'ai commencé pendant plusieurs années à lire, à faire des recherches. Et puis après plusieurs années, je crois que ça m'a pris 3-4 ans, entre-temps j'ai fait d'autres choses, j'ai milité un petit peu, on pourra en parler après, mais c'est pas très important. Mais après 4 ans, je me suis dit, tout ce savoir que j'emmagasinais, surtout les connexions que j'ai faites, les liens entre les différents aspects, autant que ça serve à d'autres, parce que moi ça m'a pris du temps, mais finalement quelqu'un qui lit ce livre, il y en a pour 7 heures de lecture, et il aura fait le boulot que j'ai fait en 4 ans, donc il ira plus vite, il ira plus loin, parce qu'il aura des réserves, il aura des références, il pourra prendre les siennes. C'est pour ça que je cite beaucoup de références. Hein, oui. voir, je cite tout. Même quand je cite une expression, elle n'est pas de moi, je cite le type qui l'a sorti, mais je ne peux pas mettre à chaque fois dans quel article, etc. Mais j'ai entendu quelqu'un à le dire, voilà, je le cite, c'est pour que les gens puissent reprendre le travail des autres, quoi. Alors, parce qu'il y en a, moi je pense au livre de Zemmour, là, Le Suicide français. Ouais. Il faut regarder la dernière page, 500 pages. Hein. Moi c'est 300, lui c'est 500. Et on regarde la dernière page, j'ai rien contre Zemmour, hein, il est courageux, mais quand on regarde à la fin, c'est marqué bibliographie, je crois il y a 4 lignes. C'est un peu léger, hein, comme on dit. Hein, oui, comme dit Cyrano, hein, c'est tout. C'est un peu court, jeune homme. Hein. Bon. Et, donc gros déclencheur, la Constitution européenne. Voilà. Ça c'est un gros marqueur parce que voilà, on va dire tremblement de terre un peu aussi dans la vie politique française, une scission. Alors oui, les politiques étaient quand même confiants parce qu'ils sont sûrs d'eux. Ils voulaient que ça passe. D'ailleurs, ils ont réussi. Hein, ils sont parvenus à leur fin en 2008. Oui, ils sont parvenus à leur fin en 2008 grâce à Nicolas Sarkozy. Sarkozy et Hollande, faut le rappeler, puisqu'il était chef de de l'opposition. Oui, on peut dire ça. Bah, il est tellement inexistant ce gars-là qu'on l'oublie, mais c'est vrai. Il a eu un rôle, quand même. Alors la seule, d'ailleurs c'est marrant, c'est sa compagne. Oui. Ségolène Royal avait dit, moi, si je suis, alors elle peut mentir, mais je pense pas, elle avait dit, moi, si je suis élue présidente, donc en 2007, je proposerai de faire ce que Sarkozy avait appelé le mini-traité, qui était là encore un mensonge. Il avait prétendu réconcilier le oui et le non, même selon les plus fervents européistes comme Giscard, qui l'avait écrit, hein, donc, en tout cas qui avait participé à une bonne partie à son élaboration, ou bien
ou bien des députés européens comme Jean-Louis Bourlange, etc., qui sont centristes, qui avaient été très, très fédéralistes européens, qui avaient dit tout est dans la Constitution, il manque rien. Il manque rien. Et il manque rien, ils sont Oui, extrêmement... même Giscard, il avait déclaré ça. Ouais, mais Giscard. Mais absolument tout y est, on voilà. a juste changé le nom. Donc Sarkozy, là encore, nous a pris pour des cons, c'est son habitude, mais Ségolène Royal avait promis un référendum sur la question, elle l'aurait sûrement tenu, où Sarkozy avait lui-même dit, avant l'élection, je ferai passer ça par l'Assemblée, en fait par le Congrès, c'est-à-dire Assemblée par le national plus Sénat. Bien sûr. C'est ce qui était le grand argument de la droite. Ce qu'il a fait, pour notre malheur, et c'est pour ça que des gens comme Paul-Marie Couteau, je crois, avaient préféré voter, il l'avait dit, qu'au deuxième tour, il votait Ségolène Royal. À cause de ça. C'était le marqueur, c'était la souveraineté. Quoi. Ouais. Et ça, point de vue intéressant. Oui, justement. Surtout Ségolène Royal, quand on voit sa famille, une famille, elle s'appelle Royal, elle porte bien son nom. C'est une famille de militaires plutôt monarchistes, bien à droite. Voilà. Et comme tous les militaires, généralement plutôt attachés à la souveraineté. Ils sont pas là pour vendre leur pays. Ségolène, elle faisait partie quand même de celles qui avaient voulu implanter un peu des idées, on va dire, souverainistes au Parti Socialiste. Souverainiste, je suis pas certain. Alors peut-être pas souverainisme, en tout cas des idées d'ordre. Des idées d'ordre, exactement comme l'histoire aussi des drapeaux qu'elle disait, il faudrait que les gens... c'est ça, le patriotisme, pour elle, c'est important. Elle a été élevée comme ça, le drapeau, l'autorité à l'école. C'est marrant, c'est exactement comme François Bayrou, lui aussi qui est le plus européiste des européistes, européiste convaincu, a aussi une dimension, d'ailleurs lui il est à droite, contrairement à Ségolène Royal, mais il dit vraiment les choses. Par exemple, l'idée pour le retour de la bouse à l'école. Et il a toute une série, comme ça, on l'a vu gifler un gamin qui nous faisait c'est un gars qui aime l'ordre lui aussi. En fait, il est très proche de Villiers, François Bayrou. En plus, c'est le paysan, quoi, et son tracteur. Il manquerait pas grand-chose, mais il a juste pas compris que l'utopie européenne était ce qu'elle était. Lui, c'est un rêve auquel il croit. D'ailleurs, l'utopie européenne, est-ce qu'on peut dire qu'elle a pris un coup d'arrêt, ce fameux soir du référendum, où, quelque part, est-ce que ils ont découvert 3 ans après, ils s'en sont remis, quoi. Ils s'en sont remis, mais est-ce que les Français n'ont pas gardé un goût amer, justement, de cette affaire ? Moi, je pense que si. Je pense que si. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est, parce qu'on parle de la France, il faut parler de l'Europe. Il faut parler de l'Europe, et c'est pour ça que moi, je reproche beaucoup, j'essaie toujours d'être équilibré. Et il faut voir au niveau européen, c'est pas parce qu'on est contre le transfert de souveraineté de la France à l'Union européenne. D'ailleurs, on peut parler d'autres types de souveraineté, il n'y a pas que l'Union européenne qui prend notre souveraineté, on pourra en parler. Mais pour une grosse partie, c'est effectivement la législation et même la Cour de justice européenne qui pompe, qui parasite qui vampirise en fait notre pouvoir sur tous les domaines. Mais, comment dire, ça n'empêche pas de parler d'Europe et d'être européen de fait, et de dire qu'il y a par exemple plusieurs cultures nationales, voire dans les nations comme la France notamment, des cultures régionales qui sont fortes, et ça n'empêche pas qu'il y ait une civilisation européenne à laquelle on appartient. Et souvent quand on dit ça, il y a toujours des extrémistes, je sais pas, j'appellerais ça des autarcistes. Ah non, surtout pas, Europe, je veux pas entendre parler d'Europe. Soyons sérieux, chaque chose a sa place. Le principe de subsidiarité, c'est de dire, ce qu'on peut le faire, nous, on le fait. On ne transfère pas, on garde le pouvoir de faire ce qu'on veut chez nous. Mais ça n'empêche pas on n'a pas attendu le traité de Maastricht pour coopérer, par exemple. Donc il n'y a pas de raison que, dans une Europe post-maastrichtienne, des Maastrichtiennes, on ne revienne pas aux collaborations qu'il y avait avant. Mais est-ce qu'on peut parler de une civilisation européenne ou de des civilisations européennes ? Il y a une civilisation européenne, on peut peut-être la sous-catégoriser, mais globalement... Parce qu'il y a quand même presque des sous-groupes quand même dans les pays européens. Mais bien sûr, les catholiques, les protestants, et ça dépend aussi si on prend l'Europe. Si on prend l'Europe, est-ce qu'on l'arrête à l'Europe occidentale, c'est-à-dire le berceau, on prend en gros ce qui est entre le Portugal et la Grèce, quoi, voilà. Ou est-ce qu'on remonte plus au nord avec les Scandinaves, est-ce qu'on va à l'est, ou est-ce qu'on s'arrête ? Est-ce qu'on s'arrête à l'Allemagne, est-ce qu'on s'arrête à la Pologne, est-ce qu'on s'arrête à la Russie ? La Russie c'est grand, c'est l'Asie. Est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on s'arrête ? On s'arrête au milieu du Caucase ? Je sais pas. C'est pour ça que c'est un peu flou quand même les contours de l'Europe. Mais oui, il y en a qui vont jusqu'à la Turquie. Oui, voilà, il y en a pour qui la Turquie est dans l'Europe, ou même presque ce qu'on a le Caucase, l'Asie, qui est déjà presque l'Asie centrale. Oui, quand même. Bien sûr. Mais il y a quand même pour moi, ce qui peut résumer l'Europe, je sais plus qui c'est qui disait ça, j'ai un trou. C'est dommage, je retrouverai. En tout cas, il disait l'Europe, c'est une terre
qui a été romanisée, hellénisée et christianisée. Donc c'est Rome, c'est le christianisme et c'est Athènes. Ouais, mais il y a Et des ça, parties- c'est l'Europe. Ouais, mais il y a des parties d'Europe qui n'ont été ni romanisées, ni hellénisées, ni christianisées. Quoi, par exemple? Euh, Allez, regarde, les pays du Nord. Les pays du Nord ont quand même un droit qui est proche du nôtre. Mais ils ont ni été romanisés, ni hellénisés. Et christianisés, Alors, ils ont... Allez, Ils, ouais. ils sont restés des païens. Mhm. Bon, de toute façon, ils vivent dans les glaces. Ils sont un peu en retrait, quoi. Ne serait-ce que géographiquement, c'est comme ça. Mais ils ont autant leur place que les Danois ou même les Islandais. Il y a des échanges, ils ont la même mentalité que nous, je pense. C'est pas... Alors, on peut dire que ceux-là sont des purs anglo-saxons, quoi, c'est ça. Bah, ils ont, ouais, puis... C'est des purs anglo-saxons. Il y a vraiment, on peut dire, si on peut faire des sous-groupes, il y a l'Europe anglo-saxonne et il y a l'Europe plutôt catholique, en fait. C'est-à-dire la France, l'Italie, l'Espagne. Le noyau dur de l'Europe occidentale, qui était l'Europe de départ. L'Europe de départ, avec le général de Gaulle, c'est ça. Ouais. Lui qui a avalisé en 58 le traité de Rome de 57. Il l'a gardé. Il n'a pas dit on en sort. Il a dit il existe, je ne vais pas revenir dessus, je vais essayer d'en tirer profit. Et il a peut-être voulu quand il y a- faire une Europe française, c'est un peu ça qu'il a... mais il voulait un empire français. Ouais. C'est un bonapartiste de Gaulle. Ouais. Quand il dit il le dit pas, mais il y a l'Allemagne, la France, le Benelux en fait, donc la Belgique, c'est des pays très proches de nous. On peut faire quelque chose. Évidemment, aujourd'hui, 50 ans après, 60 ans après, ça n'a plus de sens. Ça. Ouais, parce que, alors, par exemple, justement, comme tu dis, c'est vrai que dans les pays, voilà, on va dire, allez, Benelux, allez, peut-être l'Italie, c'est vrai qu'on se sent proche, ça nous ressemble. Ouais. Mais aujourd'hui, quand on parle de Lituaniens, Oui. de Moldaves, Ah oui, alors ça c'est bon, je vais dire un gros mot, mais racialement c'est autre chose. racialement, c'est Oui, bien. c'est pas la même ethnie, quoi. C'est pas les mêmes groupes ethniques, c'est pas la même culture, et donc c'est pas la même façon de penser. Moi, quand on parle d'Europe, par exemple, moi j'associerais beaucoup l'Europe à la technique, c'est-à-dire que les Européens, il y avait les sociétés païennes, polythéistes, mais ils ont toujours été intéressés par la technique. C'est eux qui ont créé, en fait, tout ce qu'on utilise là, c'est créé par des Européens. Ah bon, et les Chinois Mais les Chinois, ils sont restés entre eux pendant très longtemps. La mondialisation chinoise, donc eux, en fait, qui servent de main-d'œuvre, ils inventent rien. D'ailleurs, ils ont inventé quand même pas mal d'inventions, quand même. Faut quand même leur accorder. mais ils nous ont pas inondés avec leurs produits. Nous, on a vécu avec les nôtres. Oui, Eux enfin... ont vécu avec les leurs. Aujourd'hui, dans la mondialisation, il y a plus d'1 milliard de Chinois. On ne Oui, peut pas mais leur en vouloir si nos entreprises délocalisent dans l'Asie, dans l'Extrême-Orient pour se faire du pognon, parce que les ouvriers coûtent moins cher. Bon, bah forcément, les mecs, ils s'y mettent, et ils y arrivent. Et avec 1 milliard, c'est facile. Oui, mais il y a 300 millions d'Européens. La Chine, à une certaine époque, elle avait une avance technologique quand même. Elle a inventé un certain nombre d'inventions, je veux dire, qui ont révolutionné l'humanité quasiment. Mais moi, je pense que la société européenne est très technice. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est uniquement technique, en fait. Et les Chinois, ou les Asiatiques en général, ont une mentalité qui n'est pas que technique. Ils ont une mentalité qui est beaucoup plus, qu'on pourrait rapprocher de la sagesse, en fait. Ils ont beaucoup plus de méditation. Je pense que oui, il y a une forme de spiritualité. De recul, absolument. Ouais. Absolument. C'est pas ce qu'on appelle religion chez nous. Le confucianisme, par exemple, c'est pas une religion, mais ils ont beaucoup de recul par rapport à ça. Et c'est aussi pour ça qu'ils n'hésitent pas moi, je pense que les Chinois se font pas avoir dans la mondialisation. Ils y croient pas. Ils sont très bons. Ils ont d'ailleurs, ils nous piquent beaucoup, hein, les brevets. Ils viennent chez nous, on voit comment ça se passe. Ils font beaucoup d'espionnage. C'est une bonne guerre. Bon, oui, on les fait venir. C'est une bonne guerre, absolument. Mais je veux dire, pour eux, ça compte pas. Ils s'en sortent comme ils peuvent. C'est comme les Indiens. Ils s'en sortent comme ils peuvent. Ils sont dedans. Alors autant qu'ils en profitent. Ils vont pas se laisser mourir dedans. Mais pour eux, c'est pas le but premier. Alors que pour l'Européen, c'est ça qui compte, je pense. C'est la technique, c'est d'aller toujours plus loin. C'est pas forcément bien, d'ailleurs. Il faut savoir, peut-être, à un moment donné, mettre une barrière au progrès. Mais tu penses que c'est profond dans l'histoire de l'Europe ou que ça arrivait à un moment Moi, c'est comme ça que je définirais, peut-être je me trompe, mais je définirais ça comme ça, par la recherche de la technique avant tout. Ça peut arriver que les religions les aient bridées, notamment le christianisme, à une époque. Bon, aujourd'hui, ça vaut plus rien, forcément. C'est pas l'Église catholique qui empêche de faire quoi que ce soit. Ils n'ont pas de pouvoir, mais... Mais c'est quoi? C'est dû... Est-ce qu'on peut dire... je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je constate, quoi. Regarde, une explication, peut-être tu dis ce que tu en penses. Peut-être le fait, quoi, que les peuples
on va dire, beaucoup de peuples sur un très petit territoire, en concurrence les uns avec les autres, avec nécessité justement d'être ingénieux Oui, peut-être. pour s'en sortir, entre guillemets, survivre, et finalement, c'est pour ça qu'on se retrouve à plein sur un petit territoire, un tout petit territoire. Oui, le fait qu'il soit sédentarisé, parce que on n'a pas les mêmes problématiques quand on est nomade que quand on est sédentaire. Ouais. Là, les peuples européens dont on parle, c'est pas les tribus justement nomades de pillards d'Europe de l'Est. C'est des agriculteurs. Donc c'est des sédentaires. Mais ils ont leur bétail, ils ont leur champ. La France, j'ai mis des statistiques, le secteur primaire en 1950, mais c'était plus de 70-80% des emplois. Aujourd'hui, je crois les statistiques de 2009 ou 2010, quand j'ai écrit le bouquin, c'était 2%, je crois. Oui, 2% des emplois. Peut-être même pas, peut-être 1,9, tu vois. Oui, on a perdu, Donc, alors que la France, c'est une terre agricole. 3/4 des agriculteurs. Et voilà, depuis l'Europe, les années 50. c'est pas dans le Sahara que tu vas faire pousser des tomates. Hein. Donc la géographie, Oui, ça influe, c'est pour ça que... bah, ça Oui, dicte, oui. plus que ça influe, ça dicte ta politique, ton organisation sociale. Voilà. Donc une fois que tu es posé, c'est là que tu vas construire. Et ça, c'est ce que j'explique un peu dans l'autre bouquin, Résistance et Tradition, où je disais, c'est moi qui l'ai inventé d'ailleurs, mais c'est des constats qu'on peut faire, les arts ne sont pas les mêmes. Par exemple, nomade, tu vas avoir des arts plutôt au niveau de l'oral. Tu vas faire de la poésie, de la chanson, de la musique. Un sédentaire, il va faire de la sculpture, faire de la peinture. Ouais. Par la force des choses. Ça n'empêche pas de faire aussi, mais globalement, ils vont faire ça. C'est la grosse... l'opposition entre Cain et Abel. L'un qui est pasteur, nomade, et l'autre qui est sédentaire, qui est agriculteur. Il cultive le jardin, en fait. Le jardin, c'est sous-entendu le jardin d'Éden. Et c'est ce qu'on retrouve partout, hein, le jardin, c'est marrant. Aujourd'hui, tout le monde veut son petit jardin, par exemple. On parle de jardin secret, on parle de revenir à une alimentation saine. Bon, à moins qu'évidemment, si toute la terre est polluée, y compris son bout de jardin. Mais on va revenir à cultiver ses tomates et ses poireaux, par exemple. Beaucoup de gens se remettent à le faire. Ce qui est pas mal. Hein. Mais il y a toujours le côté jardin. Il y a d'autres symboles autour du jardin. Non, mais bien sûr. Mais donc, voilà, toi, cette civilisation alors, européenne, tu dis, donc elle se définit soit par l'un de ces trois critères, donc tu as dit romain et grec. Oui, alors j'ai perdu. Romanisé, hellénisé. Oui, c'est ça, romanisé, hellénisé, christianisé. Voilà. Donc un des trois, en fait, c'est ça. Parce que c'est pas forcément les trois à la fois, parce que je crois que la citation originale, c'était les trois. C'était la définition que le gars donnait, je ne sais plus. Ouais, mais historiquement, c'est... De toute façon, c'est implanté. C'est pour ça que c'est resté... On dit que la France est chrétienne, mais il y a un fond païen, en fait, qui a modelé le christianisme en France, ou en Europe, au Moyen-Âge, en fait, parce que les anciens sites religieux, sur quoi est-ce qu'ils ont construit les cathédrales, par exemple ? Oui, sur les églises. Oui, c'est au même endroit. Il y a une continuité. Voilà. Et pourquoi aussi ? Parce que d'un point de vue politique, avant, le pouvoir était là. Ils ont remplacé le pouvoir qu'il y avait avant par celui-ci. Il faut faire disparaître le pouvoir ancien. Alors, pour gagner la légitimité. Hein, je ne sais plus qui c'est qui, je crois que c'est l'écrivain Nicolas Bonal qui disait l'usurpateur a besoin de faire disparaître ce qui lui a précédé. C'est marrant parce qu'on me dit que, tu sais, les avancées technologiques dont tu parlais, la technicité, voilà, c'est Partiagino qui dit ça, qui dit que ce sont les guerres qui ont amené ce développement. Mais bien sûr, mais encore aujourd'hui... Et que la Chine, elle, justement, ayant dominé, on va dire, tout l'Est de l'Asie, en fait, n'a pas eu de grande guerre à mener. Alors ça c'est vrai, parce que, encore aujourd'hui, l'Internet, c'est l'ARPANET, par exemple. C'est-à-dire, c'était avant le système de réseau de l'armée américaine, au cas où il y a une guerre, et où, si on coupe le but, c'était de faire des réseaux avec des nœuds. C'est pour ça qu'on appelle le web, c'est la toile d'araignée. Si tu enlèves un des nœuds, il y en a partout. Et donc, ça ne gêne pas la transmission du message. Il passe par un autre endroit, mais le flux fonctionne. Il faut tout couper pour que ça ne marche plus. Donc ça vient de là, mais il y a la plupart des inventions. Parce que pour faire de la recherche, il faut un budget. Et le budget, à qui on le donne, on peut dire que c'est malheureux, mais c'est comme ça, on le donne aux militaires. On le donne en priorité. On ne le donne pas de base à l'éducation ou à des profs, qui peut-être trouveraient rien d'ailleurs. Hein, c'est pas non plus... Donc c'est vrai que ça se tient, plein de peuples, petit territoire, oui, c'est vrai aussi. On se fait la guerre, donc on est très ingénieux dans cette... C'est vrai, mais moi je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a quand même une curiosité technique naturelle. Ouais.
Et c'est ça, c'est la mentalité. Je dis pas que c'est bien ou pas bien. Je pense qu'un oriental se posera moins la question de ce qu'il va pouvoir faire avec la matière. Tu passais à Nasputemina. Il va constater qu'elle est là, il va trouver ça beau d'ailleurs. Parce que les orientaux, ils ont quand même aussi inventé beaucoup de choses. Oui, mais c'est pas ça que je dis. Je dis pas qu'ils inventent pas, je dis que c'est pas la même curiosité. C'est une curiosité qui est plus spirituelle, je pense, en Orient, et qui est plus centrée sur le matériel en Occident. Mais c'est jamais 100% et 0%, c'est un équilibre. Et je dirais que chez nous, c'est plus de 50% pour la technique, alors qu'en Orient, c'est moins. Mais ça veut pas dire que c'est à 0, c'est peut-être à 20 ou 30 ou 40%, hein, évidemment. Faut pas... Oui, parce que et puis il y a toujours plusieurs causes, ça, effectivement, c'est une cause, les guerres. Il faut écraser, on fait des catapultes, et puis à la fin, on termine avec des kalachnikovs, des fusils mitrailleurs, et puis des bombes atomiques, au final. Et là, une fois qu'on arrive à la bombe atomique, il n'y a rien au-delà, quoi. On fait sauter la planète, c'est fini. Donc bon, là, on se calme un peu. Mais... Et après, c'est quoi? C'est les moyens de communication. C'est un peu destructeur. On me dit la technique vient des Romains qui étaient très techniques, etc. Oui, Mais non seulement ils étaient très techniques, mais ils étaient aussi très droits. Ils étaient dans le droit au niveau juridique. Ah, le droit au niveau juridique. Et d'ailleurs, on a encore un droit latin aujourd'hui, qui est semblable au droit romain. Moi, je ne suis pas fan de droit. Je pense comme Solzhenitsyn que le droit, ce que j'appelle dans le livre l'expression que je reprends maintenant souvent, qui est de moi, mais que j'aime bien répéter, c'est le petit juridisme étriqué. Et c'est ce qu'Alexandre Solzhenitsyn critiquait en disant qu'une société qui est gérée, en fait, influencée par le droit, détruit les meilleurs élans de l'homme. Et on l'a vu encore assez récemment avec les projets de loi sur le bénévolat. Ils voulaient interdire le bénévolat, l'encadrer pour en fait le transformer en contrat de travail. Ouais. Et si on fait ça, petit à petit, les gens ne feront plus rien gratuitement. C'est-à-dire, on veut tout régenter. On veut tout régenter, ouais. Et moi, je reviendrai, alors puisqu'on parle de ça, je vais en profiter pour balancer un petit truc que je pense important sur la démocratie. La démocratie, c'est la première chose, moi-même, je ne vais pas cracher dans la soupe, qui m'a heurté quand on a parlé du traité de Lisbonne, enfin du TCE avant, du traité constitutionnel européen. C'est-à-dire, là, la démocratie est bafouée à 100%. Mais la démocratie, c'est pas forcément non plus de faire que de la démocratie. Il faut qu'il y en ait, notamment sur un truc comme ça, on ne peut pas transférer le pouvoir au peuple. Dans un cas comme ça, je serais même antidémocratique à 100%. On ne va même pas proposer au peuple d'abandonner sa souveraineté, ça n'a pas de sens. Donc moi, une question comme ça, je la pose même pas. Là, je suis au pouvoir, t'as pas de référence sur cette question. Bon. Mais il faut des libertés locales. En gros, c'est ce que Maurras expliquait. Le roi au-dessus, mais le monarchisme, a fortiori le royalisme, c'est pas une absence de démocratie à la base. Les gens respirent, on les laisse libres. Là, il y a une liberté. En fait, le roi, il a quoi alors? Il est garant de l'unité de la nation? C'est quoi son... C'est-à-dire que dans un système comme ça, le principe de subsidiarité joue à fond. Tout ce qu'on peut faire au niveau local, alors ça peut être au niveau provincial, au niveau communal, pourquoi pas au niveau du quartier, je ne sais pas, si c'est une grande ville, c'est découpé en arrondissements, c'est là que le pouvoir est pris, la décision est prise à cet endroit. Si ça concerne l'échelon supérieur, on est obligé de monter à l'échelon supérieur, mais tant qu'on n'est pas obligé, on ne le fait pas. Il n'y a pas de raison qu'on demande, je sais pas moi, aux habitants de Paris, si on veut construire un pont à Strasbourg, enfin, ça les concerne pas, il faut toujours faire à l'échelle. Aujourd'hui, il faut quand même, c'est quand même Bruxelles, donc la commission, c'est même pas le Parlement européen en fait, c'est la commission de Bruxelles qui décide de la date de la pêche et de la chasse en Finlande par exemple. Là, c'est complètement fou quoi, là, donc moi je dis, la démocratie, 100%, c'est pas terrible. De toute façon, ça marche pas, tout le monde se tire dans les pattes. C'est les schtroumpfs, tu sais, les schtroumpfs, c'est... tout le monde choisit de voter, ils lèvent tous vous votez pour qui? Ils lèvent tous la main, je vote pour moi. Bon, là, t'es emmerdé, il faut trouver un autre système. Mais il faut quand même laisser les gens respirer. Donc, pas trop de droits. Et moi, ce que je voulais en venir, c'est qu'une démocratie, par définition, la démocratie est intrinsèquement collectiviste. C'est-à-dire que quand tu fais une loi, en fait, la démocratie, c'est faire une loi. Plutôt que de laisser les gens tranquilles, par exemple, tu prends quelqu'un, il fait ce qu'il veut. Mais si tu dis, on va faire une loi, tu choisis la loi A ou la loi B, eh ben,
En fait, le fait de créer une loi que après le mec devra respecter, ça va te faire une limitation dans ta liberté. C'est-à-dire que plus tu as de lois, ça encadre la liberté, ça impose soit des devoirs, soit ça supprime des droits. Donc le meilleur moyen, c'est de ne pas faire de loi du tout. Il en faut, mais le minimum. Pour le reste, on fait ce qu'on veut. Et là, de vouloir tout encadrer, légiférer sur tous les aspects, bientôt, on t'explique comment pisser, quoi. Oui, on n'en est pas loin. Ouais, non, mais dans les pays scandinaves, ils le font eux-mêmes. Oui. Ils n'ont même pas besoin de l'Europe pour faire ça, tu vois, où ils en sont, quoi. C'est ça. Donc, évidemment, on peut rigoler, oui, c'est symbolique, les gens le font pas, peut-être. Mais l'esprit est quand même fou. Donc, moi, je dis, les libertés en bas, donc la démocratie, c'est bien, mais j'ai peur que, en même temps, et c'est ça le paradoxe, en même temps, on dit, il n'y a pas assez de... On n'est pas en démocratie, puisqu'on ne nous laisse pas la parole, par exemple, sur un traité comme ça, on dit non, on nous passe. Et en plus, c'est un traité qui supprime nos propres libertés, donc c'est encore pire, c'est vraiment le pire que tout, tu vois. Au pire, tu voulais pas faire un feu rouge, ils en font un quand même, bon, c'est pas très grave, tu vois. Mais là, c'est le summum. Et en même temps, donc inversement, là où en gros, les décisions qui sont pas prises, qui devraient être prises ne sont pas, et on t'impose des trucs... C'est pour ça que la démocratie, c'est quand il faut. Et moi, j'ai peur que, paradoxalement, du coup, tu aies la démocratie à mauvais escient. Que, soit sur certains aspects importants, t'en as pas, et il y a une carence, hein, clairement, ou alors on t'en impose partout, alors que tu aimerais bien rester libre, ne pas imposer aux autres quoi faire, mais toi-même ne pas te laisser imposer par les autres. Lui, il fait ce qu'il veut, et lui à côté aussi. Il va pas dire à son voisin comment il doit vivre, en fait, c'est ça, finalement. Ce que tu dois manger, t'imagines ? Et comment on peut garantir ça ? C'est quoi ? C'est quoi qui peut garantir c'est ne pas légiférer à tout bout de champ. Et tu vois, moi je pensais à Henri de Castries, qui est à l'époque, je sais pas s'il est toujours PDG d'AXA. Il est au Bilderberg. Tu vois, c'est un des ponts du Bilderberg français, le gars. C'est un mondialiste, on peut pas dire. Mais une fois ou l'autre, il dit pas que des conneries. Il a dit il y a 2 ans, le droit français, le droit du travail, le code du travail en France, c'est des milliers de pages. En Suisse, c'est 80 pages. Oui, je l'ai connu. Est-ce que les salariés ont moins de droits ? Est-ce que le code du travail est plus pourri en Suisse qu'en France ? Non. Si tu veux tout encadrer, au final, alors tu crées des armées de fonctionnaires, parce qu'il faut faire respecter ces lois, évidemment. Tu auras besoin de juristes, d'avocats, tu vas arroser des mecs, puis des grands cabinets, c'est sûr. Mais au final, le citoyen, lui, il n'a pas plus de droits, c'est faux. Il est plus encadré, donc il est plus contraint. Et en plus, il ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des milliers de pages, il faut des spécialistes. C'est même tellement gros que tu as des spécialités différentes dedans. Tu as le mec qui va être sur un sujet, l'autre sur un autre, il ne peut pas tout prendre. Donc au final, pour faire le moindre truc, le moindre pas, tu vas devoir demander à un avocat ou un juriste si tu as vraiment le droit de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est un peu compliqué. Donc, toi, t'es quoi quand tu penses qu'il faut... c'est pour ça que la démocratie doit rester à son échelle. Il faut simplifier le droit, mais ça c'est sûr. À chaque fois qu'ils font une loi qui veulent revenir dessus, bon là c'est très technique ce qu'on dit, c'est pas l'essentiel. Mais ça joue dans la vie quotidienne quand même. C'est-à-dire c'est au niveau de l'esprit, eux ils rajoutent une loi. Et après ils l'amendent. Mais non, il suffit de l'enlever, plutôt que de faire un amendement, une loi supplémentaire qui va dire qu'elle enlève l'autre. Enlève-la directement, on n'en parle plus. C'est comme en informatique, tu vas rajouter un bout de code qui annule l'effet d'un autre bout de code. Enlève le bout de code d'avant, ça ira plus vite. Et est-ce que peut-être que alors il faudrait arriver au système chouariste avec les citoyens qui écrivent les lois directement ? Non, pas du tout. Tu crois pas ? On n'a pas besoin de loi comme ça à tout bout de champ. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Une loi qui doit être prise, il y a un gros problème, on prend une loi. Mais dans la mesure du possible, on laisse les gens tranquilles. Et surtout, on peut le faire à leur échelle. C'est quelque chose qui marche bien. D'ailleurs, Pierre Hillard explique ça. Il a étudié les différents systèmes des pays fédéraux. Les pays fédéraux, comme on n'en parle pas beaucoup, comme les États-Unis, l'Allemagne et la Suisse, c'est-à-dire où la région, donc le Land en allemand, etc., le canton, ont bien les États aux États-Unis, ou même au niveau métropolitain, au niveau des grandes métropoles, une grande ville comme Hambourg ou Berlin, ou Los Angeles, ou aux États-Unis, peuvent faire un référendum sur la question qu'ils veulent, et c'est très souvent qu'ils le font. Ils ont une démocratie ce qu'on peut appeler directe, mais elle n'est pas directe elle est directe au sens où on vote pour des idées, pour des projets, plus que pour des personnes. Là, on dit, il y a une question, je ne sais pas d'urbanisme, c'est quelque chose, on pose la question aux gens. Il ne s'agit pas d'organiser des référendums tous les jours, mais ça doit être un des moyens d'y avancer. Même Charles Maurras s'était pas opposé à ça.
si c'est des petites questions qui intéressent les gens localement, surtout qu'on fait les choses avec leur pognon. Donc autant qu'on leur pose la question. Je veux Ouais, dire. ouais, ce serait presque un minimum, j'ai envie de dire un peu. On me dit, le droit du travail, c'est la protection des salariés. Vouloir le réduire comme ce monsieur, c'est précariser les travailleurs au profit des patrons. Mais je veux dire, euh, le patron, c'est pareil. Lui, il voudrait pas qu'il y ait de droit du tout à ce moment-là. Parce qu'une loi, elle est faite pour limiter le champ. Un champ. Si t'as pas de loi, tu fais ce que tu veux. Mais lui aussi, ça va le gêner. Par exemple, ce qu'ils appellent les seuils dans les entreprises. Tu as 9 salariés, tu vas passer à 10, tu vas payer 1% de ceci, 1% de cela, du coup, t'embauches pas. Le patron, il aimerait bien que cette loi, elle saute. Hein. Mais si elle saute pas, il n'embauchera pas. Ou alors, il va rester à 49, il passera jamais à 50 employés, par exemple. Hein, il y a des seuils comme ça, 10, 20, 100, 5000, je sais pas. Chacun va midi à sa porte, j'ai envie de dire, mais ça marche dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que toi, tu dis oui. Bon, je dis ça, c'est à la marge, hein, on n'est pas là. Mais je pense que, juste pour comprendre l'esprit, au niveau de la démocratie, elle-même, elle a tendance à vouloir tout régenter. Laissons, bon là c'est un sujet particulier, le travail, bon, mais laissons les gens faire ce qu'ils veulent. Quoi. De manière générale, je dis pas. La loi Macron, d'ailleurs, c'est une loi qui va libéraliser quand même le marché du travail. Ils ouvrent, oui, ils libéralisent ce qu'ils peuvent, ils se rendent... En fait, le problème, c'est que ça répond aussi à certains problèmes, parce qu'il y a des mafias, autrement. C'est compliqué comme sujet. Tu vois, il y a une mafia des taxis, il y a une mafia des auto-écoles. Là, on va les exploser. On va leur enlever le monopole. Ouais. C'est marrant. Ouais, ouais, mais moi, je suis pas forcément contre, parce que t'as quand même des salopards qui profitent vachement de ces trucs-là. Après, de vouloir tout libéraliser... Mais oui, créer le problème, parce que par exemple, les taxis, bien sûr, c'est très bien qu'on leur a accordé le droit de vendre leur licence, en fait, leur licence. Mais voilà. Donc on a créé le problème. Bien sûr, mais c'est tout le temps. Mais ça, de toute façon, oui, les problèmes ne tombent pas du ciel. Hein. Ils ont été créés avant. Ils se posent à un moment donné, on essaie de les contourner, on va créer un autre truc, oui, c'est sûr. Parce que finalement, là, regarde, avec cette histoire, par exemple... Mais ce que je veux dire simplement, c'est que faut pas être non plus manichéen là-dessus, quoi. Ouais, mais est-ce que la libéralisation telle qu'elle nous a imposé à outrance, justement, cette concurrence forcée dans certains secteurs, est-ce qu'in fine, on sera vraiment gagnant? Parce que... moi, je pense que c'est du cas par cas, là. Parce que pour le moment... Qu'il y ait de la concurrence, c'est bien, mais à part dans la télécommunication, le reste, on est peut-être... Mais encore, même la télécommunication... Et encore, ils sont entendus... Tu te souviens qu'il y a eu, à l'époque... effectivement, ce qu'ils appellent les oligopoles, les mecs se partagent le marché, ils fixent le prix du SMS à l'époque, c'était pas illimité, et un tarif, un truc astronomique, avec un coût de revient très faible et un prix de vente peut-être 30 ou 40 fois au-dessus de ce qu'il était normalement. Les mecs se sont entendus pour faire ça, et bon, là la loi est intervenue, la justice a dit, c'était quand même... vous payez des amendes et vous baissez vos prix, quoi. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais je pense que ça dépend des cas. Et puis, de toute façon, moi, j'ai pas envie de parler de ces problèmes d'argent. Pour toutes ces questions-là, moi, je renvoie à la théorie du civisme qui a été proposée par Philippe Landeux. Je pense qu'il répond à toutes ces questions. Les problèmes disparaissent. Tu es d'accord avec lui aussi? Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis pas toujours d'accord sur l'application politique de son système. Les droits, les droits politiques, c'est l'organisation politique qu'il a proposée. Mais j'ai même pas envie de débattre, c'est tellement ridicule, c'est quelques pourcents du truc, quoi. Mais sur vraiment le principe, le système qui se reporte à ça, prenez tout. Potassez ce truc-là et vous verrez que les problèmes disparaissent. On me dit la suppression des lois, c'est le début de l'anomie et du pouvoir absolu du pognon. Mais on y est déjà. Le problème, c'est que moi, ça me gêne qu'on me fasse passer dans un camp. De toute façon, tu dis quelque chose, tu vas être, mais t'es communiste. Après, moi, ça m'arrive tout le temps. Tu dis autre chose, mais t'es un fasciste. Et puis après, en fait, t'es libéral. Moi, je vois pas de contradiction à citer à la fois Benjamin Franklin, Frédéric Bastiat, Charles Maurras, et René Guénon et Léon Degrelle. Je veux dire, moi, j'ai pas de souci. Et je jongle pas. J'essaie pas de me tordre dans tous les sens, mais simplement il faut prendre ce qui est bon et ne pas avoir un esprit binaire. On rejette un truc, on cite ceci, on peut pas citer cela. C'est pas... Enfin, intellectuellement, c'est pas bon, quoi.